Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'Aparté. Vous savez, L'Aparté, c'est une émission de confidence, de discussion. Et ce soir, j'ai comme invité un journaliste, écrivain, présentateur, reporter. C'est un homme qui a plusieurs chapeaux. Je vous laisse découvrir son portrait commenté par Marie-Joséphine Guilavogui. Yamoussa Sidibé est détenteur d'un diplôme d'études supérieures à lettres modernes de l'École normale supérieure de Manéa, près de Conakry. À la fin de ses études, il s'intéresse au journalisme. Après plusieurs stages à Bordeaux, à Paris et à Cologne, il peut enfin pratiquer sa passion. En 1995 et 1996, il est désigné comme le meilleur présentateur guinéen du journal télévisé. Il sera successivement rédacteur en chef adjoint, puis rédacteur en chef du journal télévisé, avant d'occuper jusqu'en août 2008 le poste de directeur de la télévision guinéenne. Yamoussa Sidibé est auteur de 6 romans, dont le dernier qui vient de paraître, Demba l'étoile filante du Bembéa. Vous êtes sur Joma TV dans votre émission L'Aparté. Bonsoir, monsieur Yamoussa Sidibé. Bonsoir, Ghané. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un immense plaisir d'être sur ce plateau de Joma. Le plaisir est partagé. Alors, monsieur Sidibé, pour un fils d'ancien combattant qui devait être pilote de guerre, ensuite magistrat, s'est retrouvé journaliste, comment ça se fait? Ah, je vois que vous avez lu quelque chose de moi. Voilà, mon père est un ancien combattant qui a voulu que je devienne pilote de guerre, puisqu'un jour, sur le champ de bataille en Indochine, son unité a été bombardée par un avion. Son rêve ce jour-là, c'était d'être dans l'avion. Et puisqu'il n'a pas fait de bonnes études dans ce sens, il a voulu que son premier garçon devienne pilote. Ma mère, elle a assisté à un procès un jour à Koya, au tribunal de Koya, et puis elle a vu cet homme en tout de rouge vêtu qui décidait de la vie des autres. Elle aussi, elle a décidé que son premier garçon sera magistrat un jour. Et voilà, mon père voulait que je sois militaire pilote, ma mère magistrat. Et puis un jour, au lycée Cabral de Fria, j'étais au lycée Cabral de Fria, et puis la nuit, j'ai suivi un reportage sur la RTG. Je crois que j'étais en 12e, oui, je préparais le baccalauréat. Il y a le président Sékou Touré qui était au Zaïre. Et puis il y a Hadiatou Sow qui a fait le reportage ce jour-là. Je crois qu'elle était à côté du bateau du président Mobutu Sese Seko. J'ai adoré ce reportage. J'ai décrypté le reportage et puis devant les copains en classe, je déclamais. Donc de ce jour, j'ai décidé que je serais comme Hadiatou Sow, donc que je serais journaliste. Et pourtant, au fond, votre passion, c'était le football à l'enfance. Et pourquoi vous n'avez pas fait carrière dans le football? Mais justement, tous les enfants des Guinées d'Afrique, chaque garçon a rêvé un jour d'être un grand footballeur. Moi, le problème, c'est que je passais plus de temps à la touche avec la botte de tomates trouillée, à narrer le match, qu'à être sur le terrain pour pousser le ballon. Donc finalement, on m'appelait plutôt Gawsu Diaby que Papa Kamal. Donc chacun donnait ce qu'il pouvait sur le terrain. Et vous avez été l'un des plus jeunes présentateurs à l'époque. Comment vous avez réussi à intégrer ce milieu? Écoutez, à l'université, je veux dire à l'École normale supérieure de Manéa, la grande école que j'ai eu le privilège de fréquenter, j'ai fait lettres modernes dans les conditions normales. Je devrais enseigner parce que je suis normalien. Mais à la fin des études, j'avais cette ambition-là. Parce qu'avant, déjà en classe, première année, deuxième année, j'ai fréquenté les couloirs de la RTG. Souvent, on me chassait, mais je revenais toujours. Parce que là, je me disais que mon avenir était là. J'étais tout jeune. Voilà, je venais, je fréquentais déjà. Et puis après, les études, on m'a envoyé en stage au lycée Matam. Mais je crois qu'il y a eu un petit concours à la RTG. Je me suis présenté, j'ai réussi. J'ai été finalement accepté puisque j'étais déjà là, mais on ne me connaissait pas. Finalement, j'ai été accepté comme reporter, mais à la radiodiffusion nationale. Il y avait Alpha Kabine Keita qui était rédacteur en chef et donc qui m'a confié à Kotodia qui animait l'émission 12h45.
à la radio. Et puis il y avait Cheikh Silla qui était chef de programme, qui m'a confié une petite émission qui s'appelait Magazine pour enfants. Alors, ma façon de réaliser cette émission a impressionné Mamadi Kondé, qui était rédacteur en chef du journal télévisé. Et puis un jour, dans les escaliers, il m'interpelle pour me demander si mon père était instituteur. Je lui dis non, mon père est un policier. Il dit, mais ta façon de réaliser cette émission, il y a tellement tu es tellement méthodique dans la réalisation que je me suis dit que ton père devrait être instituteur. Il m'a demandé si ça m'intéressait de venir à la télévision. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, bon, il y a un stage que RFI organise pour les journalistes de la télévision. Dans une semaine, il faudra que tu viennes. Mais le problème, c'est que j'étais déjà à la radio et il ne voulait pas me lâcher. Donc, il y a eu une petite discussion. Finalement, Mamadi Kondé a insisté et il m'a fait descendre à la télé. Quand je descends, c'est-à-dire qu'à la radio, à la Boule Binet, la radio était au premier étage, la télévision était au rez-de-chaussée. C'est pourquoi, machinalement, j'ai dit descendre à la télévision. Voilà. C'est comme quand on dit souvent, je monte sur le plateau, les gens ils ne comprennent pas. Ouais, parce que voilà c'est l'estrade, quoi. Voilà. C'est l'estrade du plateau. On ne se met pas au même niveau que la caméra. Évidemment. Alors, Monsieur Sidibé, dans votre métier, qu'est-ce qui a été plus difficile pour vous, surtout à vos débuts? Vous savez, quand vous avez la passion d'un métier, vous transcendez toutes les difficultés. Depuis le jour où j'ai vu Adiat se présenter le journal, depuis le jour où, pendant des vacances à Conakry, j'ai rencontré, non, c'est moi qui je ne l'ai pas rencontré, je l'ai vu passer, Kabine Kouyaté. Il était vers là où se trouve aujourd'hui la primature. Il était très précis. Dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu, je l'ai suivi comme ça, jusqu'à la RTG. Donc, mon rêve, c'était d'être comme ce monsieur-là. Et donc, quand on a une telle passion, toutes les difficultés qui se présenteront devant vous seront transcendées, et très facilement. Et c'est vrai que quand vous appartenez à un groupe de journalistes, c'est toujours la compétition, c'est toujours la concurrence. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même pour exister, parce que c'est un monde d'étoiles. Sauf les plus brillantes, restent plus longtemps dans le ciel. Et donc, j'étais reporter à la télévision nationale. Je suis devenu reporter puisque j'étais à la radio. Je suis devenu reporter de télévision. Quelque temps après, Justin Morel Junior, qui m'a remarqué, qui a commencé à avoir confiance en moi, a voulu que je pratique de la meilleure des manières cette profession. Il a trouvé une bourse pour moi. Il m'a envoyé à Bordeaux pour me former, à Talence plus précisément. Donc c'est à mon retour de Talence que véritablement je me suis senti outillé pour pratiquer ce métier. Et voilà, j'étais reporter quand un jour, un lundi, en conférence de rédaction, Mamadi Kondé qui était rédacteur en chef, je ne sais pas si vous le connaissez, les téléspectateurs d'aujourd'hui ne le connaissent pas, c'était un très grand présentateur, il était le rédacteur en chef, donc il a annoncé que le mercredi qu'elle allait suivre, le jeune Yamoussa Sidibé va présenter le journal. Et ce jour, beaucoup ont pensé que Mamadi Kondé et moi en avions parlé. Et pourtant, alors ce n'était pas le cas. J'étais là, j'avais même peur. J'avais même peur parce que... Et c'était à quel âge? J'avais 22 ans. Oula. Imaginez être sur le même palier que des monuments comme... Aïssata Bella Diallo, Madeleine Maka, Pablito Abdoulaye Souma, et lui, Mamadi Kondé lui-même. Voilà. Donc, moi, de l'école, j'étais dans la même salle et j'allais être sur le même plateau que des gens que j'admirais déjà à l'école. Donc, il fallait faire mieux qu'eux pour être accepté. Et je ne me sentais pas outillé dans ce sens-là. Donc, quand Mamadi Kondé a annoncé que je devais présenter le journal, il n'a rien compris, mais je tremblais. Je tremblais. Comment je vais me placer? Parce qu'il n'y avait que la seule télévision. Quand vous êtes à la télévision, oui, c'est toute la Guinée qui vous regarde. Donc, le lendemain, mardi, je pensais que Mamadi Kondé allait revenir sur sa décision. Mais c'était... C'était déjà acté. Mais s'il m'avait bien remarqué ce jour-là, il allait renoncer parce que je tremblais. Et puis finalement, le mercredi tant attendu est arrivé. Il m'a confié
à Demba Doumbouya, qui a réalisé mon journal. Et ça s'est passé très, très bien. Très, très bien. Ce jour-là, je n'oublierai pas qu'il y a des anciens de la régie. Il y avait Yaya, parce que c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Il y avait Yaya Kamara, il y avait Nabi Souma, il y avait Sekou Keita, qu'on appelait l'ambassadeur, qui m'ont soulevé ce jour-là et ont dit que je suis fait pour la présentation. Donc voilà, ça m'a encouragé. Et puis depuis, je n'ai plus quitté la présentation. Et vous parlez de présentation. Au-delà de la présentation, vous avez également interviewé de grands hommes politiques et même des présidents. Est-ce que vous vous rappelez de votre première grande interview? La première grande personnalité que j'ai interviewée et qui m'a marqué, c'était Aristides Pereira, le président capverdien. C'était lors d'un séjour du président Lansana Conté au Cap-Vert. J'étais très jeune parce que mon départ même a été difficile. Justin Morel Junior a estimé que j'étais trop jeune pour accompagner un chef d'État. Et Mamadi Condé insistait, il disait que je suis jeune mais que je peux le faire. Donc finalement, je suis allé au Cap-Vert et j'ai pu interviewer Aristides Pereira. Donc c'est ma plus grande interview, ma première plus grande interview. J'ai eu quand même la chance d'interviewer presque tous les grands personnages guinéens, toutes les grandes personnalités politiques de l'économie, de la société guinéenne. Je dis presque, parce que peut-être il y en a que je n'ai pas eu sur mon plateau. Voilà, j'ai interviewé le président français, des ministres français, des présidents africains comme Abdoulaye Wade, comme Konaré, beaucoup de présidents africains. J'ai eu ce privilège-là quand même d'interviewer beaucoup de personnes. Et dans votre métier également, vous avez aidé beaucoup de jeunes, vous avez coaché assez de jeunes qui voulaient aussi être dans ce métier. Aujourd'hui, ils arrivent à se battre et se trouver une place. Comment vous vous sentez quand vous voyez ces personnes présenter un journal, faire de bons reportages? C'est avec fierté que je les observe. Vous savez, je suis enseignant à la base, je l'ai dit. Et avant que je ne devienne rédacteur en chef du journal télévisé, j'enseignais à l'université. J'enseignais une classe formidable avec des étudiants d'une grande qualité. Voilà, quand je les regardais, moi je les considérais déjà comme des journalistes, tellement ils avaient le talent qu'il fallait pour ça. Et donc quand je suis devenu rédacteur en chef, il y avait une situation à la RTG. Il y avait des sujets de 4 minutes, des sujets de 5 minutes. Un journal de 30 minutes pouvait n'avoir que 5 éléments, 4 éléments, maximum 6 éléments, et puis complété par ce qu'on appelait en ce moment-là des DPA. C'était des petits magazines allemands. Donc quand je suis devenu rédacteur en chef, la chance m'a souri. Beaucoup d'anciens reporters de la vieille école avaient démissionné ou bien étaient partis dans d'autres départements. Donc, je suis allé à l'université, là où j'enseignais. Il y avait une promotion formidable. J'ai tendu la main à ces jeunes-là. Je peux vous les citer. Il y a Aboubacar Kamara. Dans cette promotion, il y a Aboubacar Diallo qui est à Fimla. Il y a Aboubacar Kamara. Il y a Mamadou Sam. Il y a Talibé Bari. Qui encore? J'ai peur d'oublier des noms. Et donc voilà, je les ai fait venir à la RTG. Mais je vous assure, malheureusement, Aboubacar Diallo avait voyagé. Il est parti pour le Zaïre, c'est pas le Congo démocratique. Voilà, donc les jeunes là sont arrivés. Ils ont révolutionné la rédaction du journal télévisé. Le sujet est passé sous la barre de 2 minutes. Ils faisaient des sujets d'1 minute 30, parfois de 45 secondes. Donc des sujets comme des remises de dons, on faisait simplement des brèves. Donc, ils m'ont aidé véritablement à donner sa véritable couleur à la rédaction guinéenne, qui était devenue compétitive et qui pouvait rivaliser avec n'importe quelle rédaction africaine. La preuve, c'est que nous avons remporté en ce moment-là, quand j'étais rédacteur en chef, le prix du meilleur journal télévisé africain. Ah, d'accord. Oui. Ça, c'est une très bonne chose. L'année qui a suivi, j'ai tendu la main à d'autres jeunes d'université aussi. Mohamed Lamine Keïta, qui est aujourd'hui à Orange. Ah, oui. Mohamed Lamine Solano, Alpha Bakar Barry, qui vient d'être ministre de l'enseignement professionnel.
je ne vais pas oublier Non, certains. Voilà. Donc voilà, je et ils sont comprends. venus. Véritablement, nous avions une rédaction qui ne baissait la tête devant Aucune autre. aucune autre. Comment vous trouvez aujourd'hui la nouvelle génération de journalistes? Euh, je ne voudrais pas être prétentieux, mais bon, chacun à son époque. Chacun à son époque. Je souhaiterais simplement que on colle davantage à notre métier, que nous sachions rester journalistes, Ok. que seuls ceux qui ont pratiqué l'école de journalisme, ceux qui sont venus par passion, pratiquent ce métier-là, pas ceux qui font ce métier parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose à faire. Et de journaliste, disons, de reporter, ensuite présentateur, rédacteur en chef, directeur général de la RTG, comment vous avez vécu tout ça? Ben, écoutez, j'ai une chance extraordinaire, celle d'avoir occupé toutes les responsabilités au niveau de la RTG. J'ai été rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef, directeur de la télévision, directeur général de la RTG. Et vous avez été directeur général, mais cela ne vous a pas empêché de présenter le journal les jeudis et dimanches. Comment vous avez réussi à organiser tout cela? Écoutez, directeur général, ça, c'est une nomination liée à l'administration. Oui. Mais je suis journaliste. Et j'ai voulu rester journaliste. J'ai continué à présenter le journal, j'ai continué à animer les débats, à en créer et à en animer. Hein? Donc, j'ai voulu rester journaliste. Ça, c'est mon métier. En même temps, je faisais le travail administratif pour lequel on m'a nommé. Et aussi, pourquoi vous avez arrêté la présentation du journal télévisé? Pourtant, vous n'avez pas assez de rides. Oui, mais les rides, en fait, voilà, parlons-en des rides. Les rides Parce ne que, doivent pas empêcher les gens, un ils journaliste. pensent que oui, parce qu'il a vieilli, parce qu'ils pensent qu'il est à la nouvelle génération. On n'a pas compris pourquoi tout d'un coup vous avez disparu des écrans. Alors, je voulais rebondir sur ce que vous dites déjà. Les rides n'empêchent pas la présentation du journal, l'animation des débats. Les journalistes ailleurs, ce sont des personnes qui ont déjà un certain âge. Moi, je suis même trop jeune par rapport à ces gens-là. N'est-ce pas? Cette sagesse-là leur permet d'appréhender beaucoup de choses. Donc, il faut continuer à faire son travail. Quand j'ai quitté mon poste de directeur général de la RTG, le jour de la passation, j'ai interpellé les uns et les autres pour leur dire que je suis journaliste. L'autre, c'était une nomination par décret. Mais je suis journaliste par formation, par ma formation, par une passion qui m'a animé toute ma vie. Donc, je leur ai dit que je reste à la disposition de la rédaction du journal télévisé, mon service d'origine. Hein? Je suis prêt à continuer à animer des débats. Malheureusement, l'écho n'a pas été entendu. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu continuer à présenter le journal. Ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu... Donc, c'est indépendamment de votre volonté. C'est indépendamment de ma volonté. Par exemple, cette émission qu'on appelle Archives de Guinée. J'aurais bien aimé continuer à animer cette émission. Mais est-ce que tout cela s'est arrêté tout d'un coup, pendant que vous n'étiez pas préparé, ça vous a affecté? Mais ça affecte toujours. Ouais. Ça affecte toujours. Aujourd'hui, vous avez perdu l'habitude ou vous avez tourné la page? Écoutez, j'ai appris à ne pas me fâcher, à ne pas me mettre en colère pour rien. Toute chose qu'on ne peut pas changer, vaut mieux s'en accommoder. Oui. Non, la colère et pas de la colère. Bon, c'est humain et ça passe. Il ne faut pas s'accrocher à cela. Peut-être que mon destin était de présenter mon dernier journal ce jour du 2 octobre 2016. C'est ça, oui, c'est 2016. Hein? Peut-être que c'était ça mon destin. Peut-être que mon destin aussi, c'était d'animer cette dernière émission avec Mansour Kaba, l'Archive de Guinée. L'Archive de Guinée. Hein? J'aurais bien voulu continuer. J'ai la force. Et si vous avez l'opportunité de revenir, vous allez revenir? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Animer des débats, là, je suis prêt.
Je vais bien, je pourrais bien continuer à présenter le journal télévisé, mais pourquoi ne pas donner la chance aux autres de s'exprimer? Déjà, il y a de très bons présentateurs à la RTG, à Dioma, à Espace, à Film, partout, il y a de très bons présentateurs. Oui. Donc, il faut qu'on sache donner sa chance d'expression, leur chance d'expression aux autres journalistes. Alors, vous le voyez, nous sommes avec Monsieur Yamoussa Sidibé, journaliste, reporter, présentateur, écrivain. À présent, nous allons avec la rubrique J'avoue tout. L'aparté est sur Dioma TV. Monsieur Yamoussa Sidibé, vous allez approcher cette boîte. Oui. Voilà, c'est cette boîte. Vous piochez 5 questions que vous allez lire. Vous pouvez les mélanger comme vous voulez. Je lis moi-même. Hein. Oui. Donc, je peux lire la question que je veux. Si la question qui se trouve sur le papier... Voilà, ça fait 5. Je trouve difficile. Ah, si vous deviez changer une chose, une seule, quelle serait cette chose-là? Est-ce que je veux changer des choses? Nous sommes la somme de toutes nos actions. Il faut savoir assumer et aller de l'avant. D'accord. On y va avec la deuxième. Avez-vous une devise? Privilégiez la beauté en toutes choses. Okay. Troisième. Quel est le nom de votre premier amour? Ben, c'est Flora. Ok. Flora, c'est ma femme. D'accord. Troisième, quatrième. Quel est votre dessert préféré? La banane. La dernière. Qu'est-ce qui vous a de plus attristé dans votre vie? C'est la suspension injuste qui m'a été infligée quand j'étais directeur général de la RTG. Ça m'a mis très mal à l'aise. Ouais. Ça m'a mis très, très mal à l'aise parce que c'était d'une injustice douloureuse. Ne disais pas son nom. Alors, monsieur Yamoussa Sidibé, vous êtes marié et père de 5 enfants. Est-ce que votre métier a impacté votre vie de famille, surtout à l'époque où il n'y avait pas de télévision privée? Qu'est-ce que vous voulez dire là? Les Guinéens regardaient que la télévision nationale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes journaliste, vous comprenez ma question? Non, non, explicitez, parlez mieux. Est-ce que votre métier a-t-il impacté votre vie de famille? Ben oui, parce que je ne pouvais plus manger mon sandwich en public. Mais ça, c'est vous. Oui. Mais moi, je ne parle pas de ça. Oui, je sais. Bon, écoutez, la vedette est toujours... Quand tu présentes le journal, un journal national, quoi qu'on dise, tu es une vedette. Oui. Et voilà. Et donc, la vedette est sous le projecteur. Tout le monde regarde la vedette. C'est à la vedette de faire la part des choses. Et si cette question un peu plus intime, comment votre femme a-t-elle réussi à gérer cette célébrité, entre guillemets? Elle est calme, elle m'écoute, elle me fait confiance. D'accord. Et si vous aviez le choix de retourner en arrière, est-ce que vous allez choisir d'être encore journaliste? Oui, c'est ma vie. Un métier où on n'a pas de vie de famille, mais vous avez réussi à construire une famille. Ah oui? Comment? Oui, mais attendez, le réalisateur Bangali, c'est une grande vedette. Mais si je ne suis pas seul, il a réussi à constituer sa famille aussi. Oui, je suis d'accord. Hein, ça n'empêche pas la vie de famille. Aujourd'hui, vous êtes un homme de lettres. Vous êtes agrégé de lettres modernes de l'École normale supérieure de Manéa. Et à votre sein, vous avez publié 6 livres. L'écriture est-elle votre passion? Par ma formation, on m'a plutôt orienté vers les lettres. Oui.
vers les lettres, donc vers l'écriture. N'est-ce pas? C'est moi qui ai pris le détour vers le journalisme. Donc que j'écrive, ça ne devrait pas être une surprise. D'ailleurs, depuis le lycée, j'écris. J'écris des poèmes, j'ai imité Sékou Touré, les poèmes de Sékou Touré. J'imitais les poèmes de Fodéba Keïta, quand il écrivait sur sa mère, Ndama. Et j'imitais Aimé Césaire. Donc, très tôt, j'ai commencé à écrire. Très tôt, j'ai aimé l'écriture. Donc, que je revienne à l'écriture, c'est comme si je retrouvais mes premiers amours. Et vous venez de publier un nouvel ouvrage, c'est cet ouvrage, Demba l'étoile filante, qui retrace la vie du chanteur du Bembeya Jazz, Demba Camara. Vous pouvez nous parler de ce livre? Alors, Demba, c'était la grande vedette nationale à son temps. Demba, c'était le chanteur adoré du Bembeya Jazz national. Demba, pour moi, c'est la plus grande vedette de la musique moderne guinéenne. Jusque-là, jusqu'au moment où on parle, il a commencé sa carrière en 1963. Il a terminé une nuit de 1973 à Dakar, dans un accident de la circulation. Demba a laissé, il n'a eu que 10 ans de carrière, mais il a laissé un héritage extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, une personne de cette dimension ne pouvait pas rester dans l'ombre. Donc j'ai décidé d'écrire sur Demba, de le faire découvrir, de montrer aux gens l'autre aspect de la vie de Demba. Voilà. Et comment vous avez réussi à collecter toutes les informations sur Demba, qui est décédé depuis près de 40 ans? Alors, je dois préciser que moi, je n'ai pas vu Demba. Quand Demba mourait, j'étais très jeune. En plus, je crois que j'avais 6 ou 7 ans. Je n'étais pas à Conakry, j'étais à Fria. Donc, je n'ai pas eu ce privilège de voir Demba, de le connaître. Mais très tôt, on a commencé à parler, de Demba devant moi. Oui. Et surtout de ces deux chansons, Balaké et Tintemba. Nos amis à l'école disaient que Demba est mort parce qu'il a chanté Tintemba. Donc, les marabouts de Cancan étaient... Balaké. Tintemba. Tintemba. Les marabouts de Cancan étaient fâchés contre lui. Et puis, il y avait Balaké. Balaké, chanson dans laquelle il annonce sa propre mort. Il demande à ses parents de faire des sacrifices pour qu'il survive. Donc, on se le disait à l'école primaire déjà. Et puis, j'ai grandi, dès le lycée, à l'université, j'écoutais Justin Morel Junior. Il faisait de très belles émissions sur Demba. Il parlait de Demba avec beaucoup d'émotion, disons même beaucoup de passion. Donc, j'ai commencé à réfléchir à Demba. Donc, j'ai commencé à porter le projet dans mon corps quand j'écoutais Justin Morel. Et puis, à ma grande sœur, l'aînée de notre famille, un jour, on allait dans le village de ma mère, vers Koya. Elle a repris la chanson Balaké. Balaké, elle a traduit. Elle a traduit, mais une traduction d'une émotion extraordinaire. Donc, ce jour-là, j'ai décidé d'écrire Demba. Et j'ai rencontré Jean-Baptiste Williams, qui est un homme de culture, qui est un musicien, et qui m'a recommandé à un ami d'enfance de Demba, Papa Sangaré, malheureusement qui est décédé, qui m'a confié beaucoup de choses sur Demba. Et puis j'ai commencé à travailler, puisque Papa Sangaré est décédé, Jean-Baptiste Williams m'a orienté vers Fracas. Il s'appelle Alpha Cabinet Diakité, qui Fracas, qui était entre guillemets le petit de Demba. C'est avec lui que Demba faisait tout. C'était son petit. Je mets entre guillemets. C'était son petit frère, mais son petit, quoi, avec lequel... Donc, celui-là m'a tout raconté sur Demba. D'accord. Voilà. Et le roman que vous tenez entre les mains est en grande partie lu par... ou restitué par Fracas. Par Fracas. Voilà. Alors, ce roman est disponible à l'Harmattan Guinée et coûte 130 000 pour ceux qui veulent se le procurer. Oui, mais précisons tout de suite que l'auteur ne vend pas le livre, c'est l'éditeur. D'accord. Voilà. C'est lui qui fixe les prix, c'est lui qui prend l'argent.
Ok. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Donc, on s'adresse directement à l'Harmattan Guinée. À l'Harmattan Pour ceux Guinée. qui veulent Voilà. se procurer de ce livre, Voilà. qui est un livre très, très intéressant. Et moi-même, je profite de l'occasion pour vous féliciter parce que j'ai lu ce livre et que je recommande à tous qui sont autour de moi pour connaître l'histoire de Demba, l'étoile filante du Bembéa. C'est un livre très, très émotionnel. Et vraiment et sincèrement, félicitations pour ce livre. Merci bien. Alors, M. Amoussa Sidibé, avant de finir cette émission, quels sont vos projets futurs, à part l'écriture? C'est encore l'écriture. J'aurais voulu, s'il y avait eu des moyens, mettre en place une télévision, une grande chaîne de télévision, une télévision qui serait une télévision guinéenne, qui serait peut-être la plus compétitive de l'Afrique, pas de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique tout entière. D'accord. C'était ça mon ambition, mais malheureusement, le manque de moyens Vous en m'empêche d'y aller et me contraint à me contenter de ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire ma plume. Alors, nous mettons toutes les chances de votre côté en espérant que votre vœu se réalise très bientôt. Merci bien, Gane. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, c'est toujours un plaisir d'être sur Joma. Joma qui est vu partout dans le monde. Merci beaucoup. Alors, merci également à vous pour toute votre attention. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver les moments forts sur notre page Facebook, la partie-Joma TV, ou retrouver l'émission en podcast sur notre chaîne YouTube Joma TV. Merci encore, portez-vous bien et à très bientôt.